Le millionnaire hurlait au milieu de la station-service, donnant des coups de pied aux pneus du camion de près de 250 000 € que personne n'arrivait à faire démarrer. Mais quand il s'est retourné pour expulser la jeune femme qui s'approchait, il l'a humiliée devant tout le monde. Pas question, une femme ne touche pas à mon actros. Les rires ont éclaté. Les téléphones portables filmaient déjà la scène. Jusqu'à ce que la mécanicienne fasse un pas en avant, lève une clé à molette et dise quelque chose qui a fait cesser le bruit instantanément. Et là, mon ami, a commencé la minute qui allait faire taire 30 spécialistes. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires, mon ami, de quelle partie de la France vous regardez cette histoire. Vous savez, ces mains que l'on regarde et où l'on voit l'histoire écrite dans chaque marque? Eh bien, les mains de Léa sont comme ça. Chaque cicatrice, chaque ongle taché en permanence de cette graisse diesel foncée qui ne part même pas avec du savon de Marseille, chaque cale sur les paumes qui ressemble à du cuir tanné par le temps. Tout cela est comme une carte, un journal vivant de milliers et de milliers de kilomètres, parcouru sur les routes les plus brutales, les plus éprouvantes, les plus difficiles qui existent dans cette immense France. Léa n'est pas de ces mécaniciennes qui ont appris le métier sagement assises dans une école technique, musique jolie, avec un manuel coloré et un professeur expliquant la théorie au tableau blanc. Non, mes amis, son diplôme est venu d'un endroit beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Il est venu du siège passager d'un Scania 113 bleu azur, tout rayé par les branches des arbres des routes de montagne, aux côtés de son père, Marc Dubois. Et quel homme était ce Marc, les amis? L'un des camionneurs les plus respectés, les plus admirés de toute la région du Sud. Ce genre de chauffeur qui, lorsqu'il arrivait dans une station-service, tout le monde arrêtait ce qu'il faisait juste pour le saluer, pour écouter ses histoires, pour apprendre quelque chose. Dès l'âge de 8 ans, imaginez, 8 ans, Léa voyageait déjà avec son père sur les routes les plus impossibles des Alpes. Pendant que d'autres filles de son âge jouaient à la poupée, regardaient des dessins animés à la télévision. Léa dormait dans la cabine de ce Scania, avec le ronronnement du moteur diesel comme berceuse. Elle mangeait dans ces petits routiers simples de bord de route, où le plat du jour coûte 5 € et la nourriture est servie avec cette tendresse maternelle. Et surtout, elle restait là à observer chaque vis que son père serrait, chaque tuyau qu'il changeait, chaque secret précieux qui maintient un camion en vie, musique littéralement en vie, lorsqu'il traverse la forêt amazonienne où une erreur, une pièce qui casse, peut signifier rester des jours à l'arrêt en attendant des secours. Marc n'était pas seulement un bon camionneur, il était professeur, même sans jamais avoir mis les pieds dans une université. Et il a enseigné à sa fille quelque chose qu'aucune école technique, musique, aucun cours professionnel, aucun certificat international n'enseigne. Les moteurs, musique diesel, qui roulent dans les régions les plus reculées du sud de la France, sont des créatures complètement différentes des moteurs qui roulent dans le nord, dans des régions où le climat est plus tempéré. Ici, dans le sud, mes amis, la situation est sérieuse. L'humidité de l'air atteint 90%. Vous pouvez imaginer, c'est comme essayer de respirer dans un sauna. Les rivières qui débordent envahissent les routes, transformant l'asphalte en bourbier. La chaleur de 38 degrés se mêle aux pluies torrentielles qui tombent soudainement sans prévenir. Et cette poussière rouge de la terre, fine comme du talc, qui pénètre dans chaque joint, chaque étanchéité, chaque recoin du moteur. Tout cela, absolument tout, exige un type de connaissance qui n'est pas écrit dans un manuel. C'est une connaissance qui ne s'acquiert que d'une seule manière. En tombant en panne sur la route, en suant sous le camion sur le bas-côté, en improvisant des solutions avec ce qu'on a sous la main, parce que l'atelier le plus proche est à 300 km. Léa a appris à diagnostiquer les problèmes rien qu'en écoutant le son du moteur à différentes altitudes. Elle savait, rien qu'au ronronnement, si le problème venait du système d'injection, si c'était la pompe à carburant qui commençait à faillir, si c'était une soupape qui avait besoin d'être réglée. Elle a appris à improviser des pièces en utilisant des matériaux qu'elle achetait dans les petites épiceries de village.
Elle a compris comment l'humidité perturbe complètement les systèmes électroniques d'injection des camions les plus modernes. Elle a compris comment le carburant diesel se comporte différemment lorsque le camion traverse des régions où la température change radicalement en quelques heures. Toute cette connaissance accumulée année après année, voyage après voyage, panne après panne réparée avec ingéniosité, a transformé Léa, à 24 ans, en l'une des meilleures mécaniciennes de poids lourds de tout Marseille. Elle travaillait dans la petite entreprise de transport que son père avait fondée après avoir pris sa retraite des routes, les transports du bois. C'était une toute petite entreprise, humble, avec seulement 4 camions, mais qui avait une réputation impeccable, magnifique sur la place. Jamais, absolument jamais, elle n'avait eu un seul retard de livraison. Et vous savez pourquoi? Parce que Léa s'occupait de ses camions comme s'ils étaient ses enfants. Chaque camion était vérifié, révisé, choyé avant chaque voyage. La vie de Léa était modeste, simple, mais elle était remplie de buts, de sens. Elle vivait avec ses parents dans une maison humble, dans un quartier populaire de Marseille, où tout le monde se connaît, où les voisins s'entraident. Chaque jour, elle se levait à 5 heures du matin, quand le ciel est encore sombre et que la ville dort, pour vérifier les camions avant les départs. Elle travaillait dans un hangar de 200 mètres carrés, avec des outils anciens, mais bien entretenus, propres, organisés avec l'affection de quelqu'un qui valorise chaque instrument. Et le soir, après une journée entière de travail acharné, elle prenait encore son téléphone portable pour étudier des vidéos techniques sur les systèmes d'injection électronique les plus récents, les plus modernes, cherchant toujours à en apprendre davantage, voulant toujours être meilleure. La plus grande fierté de la vie de Léa était de réussir à maintenir les camions de son père toujours en marche, toujours en parfait état de fonctionnement, même avec des ressources si limitées. Léa trouvait un moyen de récupérer, de réparer, de faire durer plus longtemps. Elle utilisait l'ingéniosité, la créativité, à la place de l'argent qui manquait. Mais, mes amis, pensez-vous que toute cette compétence, cette connaissance profonde, ce dévouement absolu étaient reconnus et respectés? Non, les amis, ils ne l'étaient pas. Léa faisait face chaque jour à un préjugé brutal, cruel, inhumain dans sa profession. Des camionneurs arrivaient au hangar des transports du bois, la regardaient et, avec ce ton de dédain, demandaient « Où est le vrai mécanicien ?» Les clients doutaient de ses diagnostics, même quand elle expliquait avec des détails techniques précis quel était le problème, sans croire qu'elle était elle-même la professionnelle responsable. Léa, avec le temps, a développé une carapace épaisse, une armure émotionnelle pour se protéger. Mais sous cette carapace, à chaque humiliation, à chaque regard de mépris, à chaque commentaire machiste, elle ressentait une pointe de douleur, qu'elle essayait de cacher avec un professionnalisme silencieux. Elle ne ripostait jamais, ne discutait jamais, ne perdait jamais son sang-froid. Elle baissait simplement la tête et continuait à travailler, laissant la qualité de son service parler d'elle-même. Pendant que Léa vivait cette vie de lutte quotidienne, de travail honnête, de dignité préservée, malgré l'adversité. De l'autre côté de Marseille, dans le luxueux quartier huppé où vivent les riches de la ville, musique, vivait un homme nommé Julien Leclerc. Julien Leclerc, mes chers amis, était un homme de 47 ans qui dirigeait Leclerc Logistique, l'une des plus grandes et des plus puissantes entreprises de transport de toute la région du Sud. Nous parlons d'une entreprise gigantesque, 80 camions modernes, tout neufs ou semi-neufs, une flotte évaluée à 4-5 millions d'euros, vous m'entendez? L'entreprise avait des contrats de plusieurs millions avec des multinationales. Elle réalisait un chiffre d'affaires de 11 millions par an. Et Julien vivait comme un roi dans son penthouse de luxe, avec vue sur la mer. Mais vous savez ce qui est le plus triste, le plus douloureux dans toute cette histoire? Julien était le fils d'un ancien chauffeur de camion. C'est ça, les amis. Musique, son père, Antoine Leclerc, avait été camionneur toute sa vie. De ceux qui dormaient dans la cabine. Musique qui mangeait une gamelle froide sur le bas-côté. Musique qui connaissait chaque virage dangereux de la route départementale des Alpes.
Antoine s'était enrichi grâce à beaucoup de travail, beaucoup de musique, lutte, de nombreuses nuits sans dormir. Profitant des opportunités qui se présentaient, il avait construit cet empire à musique, partir de zéro, de ses propres mains calleuses. Mais Julien, le pauvre, est né quand l'argent était déjà fait, quand l'entreprise était déjà établie, quand la vie était déjà confortable. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il a développé un sentiment terrible, destructeur, la honte. Musique, une honte profonde, corrosive de ses propres origines. Julien avait honte de dire que son père avait été camionneur. Quand il allait à des événements d'affaires, à des dîners avec d'importants entrepreneurs, il inventait des histoires, changeait le passé, disait que son père avait toujours été un homme d'affaires dans le secteur de la logistique, cachant la vérité humble, belle, honnête. Musique, Julien n'avait jamais, absolument jamais, conduit un camion de sa vie. Il ne connaissait pas la différence entre un Scania et un Mercedes. Il ne connaissait pas l'odeur du diesel. Il ne comprenait pas le ronronnement d'un moteur travaillant dur en montée. Pour lui, les camions n'étaient que des chiffres dans des tableaux, des actifs dans la comptabilité, des outils pour générer du profit. Il traitait les chauffeurs comme des pièces remplaçables, jetables. Si un chauffeur se plaignait de mauvaises conditions, de délais impossibles, d'un camion nécessitant un entretien, Julien le renvoyait simplement et en embauchait un autre. Pour lui, il y avait toujours des gens qui avaient besoin d'un emploi, toujours quelqu'un qui accepterait les conditions. Et Julien avait une croyance arrogante, dangereuse. Il croyait que l'argent résolvait absolument n'importe quel problème mécanique. Un camion est tombé en panne, pas de problème. On embauche les meilleurs professionnels de Paris. 125 000 € pour que le gars prenne l'avion jusqu'à Marseille et résolve le problème. Musique. Le moteur a un problème, on change tout le moteur. Quelle différence cela fait-il? L'entreprise gagne des millions. Il méprisait les connaissances pratiques, les connaissances de la route, cette sagesse qui vient d'années passées dans la cabine. Pour Julien, tout était une question de diplôme, de certificat, de combien vous facturiez à l'heure de travail. Musique. Mais sous toute cette arrogance, cette carapace d'homme d'affaires prospère et froid, il y avait une blessure ouverte, qui saignait. Son père, Antoine Leclerc, le fondateur de tout, était hospitalisé dans une clinique privée très chère, atteint d'un Alzheimer avancé. La maladie avait volé presque tous les souvenirs du vieux camionneur, mais il y avait un souvenir, un nom, une histoire qui revenait toujours dans les rares moments de lucidité qu'Antoine avait encore. Chaque fois que Julien rendait visite à son père à la clinique, et il ne le visitait pas souvent, vous savez, il trouvait toujours une excuse. Il avait toujours une réunion importante, un voyage urgent. Antoine posait la même question, les yeux brillants de cette espérance d'enfant. « Fils, musique, as-tu déjà remercié Marc Dubois? Lui, as-tu déjà rendu visite ?» Et Julien s'irritait, répondait avec impatience, « Père, je ne sais pas qui est cet homme. Vous m'avez déjà raconté cette histoire 1000 fois. Oui, j'irai quand j'aurai le temps. » Mais au fond, Julien savait exactement qui était Marc Dubois. Son père avait raconté l'histoire tant de fois qu'il était impossible de l'oublier. Il y a 25 ans, quand Antoine roulait encore sur les routes, un terrible accident s'était produit sur la route départementale des Alpes, tout près de Nice, sur un pont étroit et dangereux. Le camion d'Antoine avait capoté. Il était resté suspendu au bord du pont, avec le réservoir de carburant qui fuyait. Des étincelles commençaient à apparaître. C'était une question de minutes, peut-être de secondes, avant que le camion n'explose en flammes avec Antoine piégé à l'intérieur de la cabine écrasée. C'est alors que Marc Dubois est passé par là. Il aurait pu continuer, il aurait pu penser « ce n'est pas mon problème ». Il aurait pu avoir peur de s'impliquer, mais non. Marc a arrêté son propre camion, a risqué sa propre vie, est entré dans cette cabine détruite, sentant le diesel, et avec une force qui ne vient que du désespoir de vouloir sauver une vie, il a réussi à arracher Antoine de là. Il a réussi à le sortir des ferrailles, à le transporter loin, quelques secondes avant que le camion n'explose, dans une boule de feu qui a illuminé toute la forêt. Antoine était blessé, en état de choc. Il parvenait à peine à parler.
Quand il s'est suffisamment remis pour remercier, Marc préparait déjà son camion à partir. Antoine a imploré « Dis-moi ton nom, dis-moi où tu habites, je dois te remercier pour le reste de ma vie. » Mais Marc, humble, simple, a juste souri et a dit cette phrase qu'Antoine n'a jamais oubliée. « Un routier aide un routier, mon ami, pas besoin de remercier. Fais juste la même chose pour quelqu'un quand tu en auras l'occasion. » Et il est parti. Il a disparu sur la route, ne laissant que le ronronnement du moteur comme adieu. Antoine est devenu obsédé par la recherche de cet homme. Il demandait dans chaque station-service, dans chaque petit routier de bord de route, décrivait le camion bleu. Musique, racontait les histoires. Cela a pris des années, mais finalement, grâce au réseau invisible de communication qui existe entre camionneurs, il a découvert le nom de Marc Dubois, de Marseille. Il roulait principalement sur les routes de montagne des Alpes et la route départementale des Alpes. Antoine était radieux, il voulait aller immédiatement le remercier, lui apporter un cadeau, faire quelque chose pour montrer sa gratitude. Mais c'est là que le problème a commencé. Julien, déjà adulte à cette époque, déjà honteux de ses origines, déjà vivant dans le monde des affaires sophistiquées, musique, a commencé à inventer des excuses. Père, c'était il y a tant d'années. L'homme ne doit même plus s'en souvenir. Père, il ne voudra pas être dérangé. Père, j'ai des voyages d'affaires, je ne peux pas y aller maintenant. En vérité, la vraie vérité que Julien n'a jamais admise à voix haute était qu'il avait peur. Peur que ses associés découvrent l'histoire trop humble. Peur que son image soit ternie en étant associé à un simple camionneur. Peur que quelqu'un découvre qu'il venait d'une famille modeste. Et ainsi, les années ont passé, et Antoine a continué à demander, mais Julien n'y est jamais allé, jusqu'à ce que l'Alzheimer arrive et lui vole presque tout, ne laissant que cette question répétée, cette demande jamais satisfaite. Maintenant, en ce mardi matin que je vais vous raconter, le destin préparait une rencontre inévitable. Le destin, mes amis, a une manière très particulière de réparer les injustices, de mettre les gens face à face quand ils ont besoin d'apprendre des leçons importantes. Le Mercedes-Benz Actros 2651, un camion de 250 000 € équipé du système d'injection électronique, musique Bluetech, le plus moderne qui existe, était à l'arrêt depuis 3 semaines entières dans une station-service sur la route départementale du Sud, à 40 km de Marseille. Et le pire, le camion était chargé d'équipements hospitaliers de haute technologie destinés à Nice. L'entreprise payait 25 000 € par jour de retard de livraison. 525 000 € avaient déjà été dépensés, car 21 jours s'étaient écoulés. Et le client, un grand hôpital privé de Nice, menaçait non seulement de ne rien payer, mais aussi de rompre un contrat de 5 ans qui valait des millions. Julien était désespéré. Il avait déjà envoyé 30 mécaniciens différents pour tenter de résoudre le problème. 30 spécialistes du concessionnaire Mercedes de Marseille, des techniciens venus en avion de Paris, des ingénieurs électroniciens avec de beaux diplômes accrochés au mur, même un technicien allemand de l'usine Mercedes elle-même, venu spécialement d'Allemagne. Chacun de ces professionnels très chers a diagnostiqué des causes différentes. Système d'injection compromis, module électronique grillé, pompe haute pression défectueuse, capteur de température défaillant. 125 000 € avaient été dépensés en remplaçant des pièces, en changeant des composants, en essayant tout. Et rien, absolument rien, n'avait fonctionné. Le musique moteur de l'Actros ne démarrait tout simplement pas. Quand il tournait la clé, les tableaux de bord s'allumaient, l'ordinateur de bord s'activait, mais le moteur restait mort, silencieux, comme s'il avait décidé de ne plus jamais fonctionner. Et le plus frustrant, l'ordinateur de bord n'indiquait aucune erreur spécifique, juste un message générique. Défaillance du système de protection. C'était comme si le camion avait complètement bloqué ses propres fonctions vitales, pour une raison inconnue, mystérieuse. Ce mardi-là, sous un soleil brûlant, avec 36 degrés et faisant fondre l'asphalte, Julien était personnellement à la station-service. Il était allé là-bas parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il devenait fou de frustration.
Il hurlait au téléphone avec le gérant du concessionnaire Mercedes. « Comment ça? Vous ne savez pas ce que c'est. C'est un camion de près de 250 000 euros. Vous êtes le concessionnaire officiel. Réparez ça tout de suite ou je poursuis le constructeur. » Autour de lui, 6 mécaniciens de l'entreprise Leclerc Logistique tentaient de musique pour la 30e fois de résoudre le mystère. Ils ouvraient le capot, connectaient des ordinateurs, mesuraient des tensions, vérifiaient des connexions, tout cela sous ce soleil qui semblait venir du ciel. Et une foule de curieux s'était formée, des camionneurs qui s'arrêtaient pour faire le plein et restaient là à regarder. Des employés de la station-service commentaient entre eux, des automobilistes ralentissaient pour voir le camion géant arrêté avec le capot ouvert. Tout le monde commentait, « C'est le camion de Leclerc que même le bon Dieu ne peut pas réparer », disait l'un. 3 semaines à l'arrêt, le gars est millionnaire et n'arrive pas à faire démarrer son camion, se moquait un autre. L'humiliation publique de Julien était croissante, douloureuse. Lui, le puissant propriétaire de Leclerc Logistique, l'homme d'affaires qui avait toujours tout sous contrôle, était là, impuissant, voyant sa réputation s'effondrer, voyant sa fortune saigner en amendes quotidiennes, et il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire. C'est exactement à ce moment précis choisi par le destin, que Léa Dubois est arrivée à la station-service. Léa conduisait le vieux Volkswagen 17. 220 des transports Dubois, ce camion qui avait connu des jours meilleurs, mais qui roulait encore vaillamment, car elle en prenait soin avec une tendresse maternelle. Elle était allée au centre de Marseille acheter des pièces pour les camions de son père, des filtres, des tuyaux, de petits composants, qui devaient être changés lors de l'entretien préventif musique qu'elle effectuait religieusement. La benne du camion était chargée de sacs de pièces automobiles, musique, et Léa rentrait chez elle quand elle a senti qu'elle devait faire le plein. Elle est entrée dans la station-service de la route départementale du Sud, cette grande station que tous les camionneurs connaissent, et s'est garée, musique, près des pompes à diesel. C'est alors qu'elle a remarqué toute cette agitation, ce rassemblement de gens autour d'un camion Mercedes géant et rutilant dont le capot était ouvert. Curiosité professionnelle, mes amis. Un vrai mécanicien ne peut pas voir un camion en panne et simplement l'ignorer. C'est plus fort que nous, c'est un instinct. Léa est descendue de son camion, a demandé au pompiste de faire le plein et s'est approchée de ce cercle de personnes. Elle a commencé à entendre les commentaires. 3 semaines à l'arrêt. 30 mécaniciens sont déjà venus. Même le concessionnaire n'arrive pas à résoudre le problème. Leclerc est désespéré. Il perd des millions. Plus elle écoutait, plus elle était intriguée. Léa est restée là, en bordure du groupe, observant de loin, essayant de voir le camion. Et puis quelqu'un a essayé de démarrer le moteur. Dans ce silence d'attente, elle a entendu. Elle a entendu le son caractéristique du démarreur qui tournait. Elle a entendu les systèmes électroniques s'activer, mais le moteur principal, musique, restait absolument muet. Et quelque chose dans son cerveau, entraîné par des années et des années d'expérience, par des milliers de diagnostics effectués dans des conditions impossibles sur les routes des Alpes, musique a fait tilt. C'était un schéma spécifique qu'elle avait déjà vu auparavant, ou plutôt que son père lui avait raconté. Léa s'est approchée, a mieux vu le camion. Un Mercedes-Benz Actros 2151. Modèle flambant neuf, système Bluetech, cette technologie allemande de pointe. Elle est restée là à observer les mécaniciens travailler. Elle les a vus, musique, vérifier les mêmes systèmes pour la 20e fois. Injection électronique, capteur, module de commande. Et elle a pensé, ils cherchent au mauvais endroit. Musique, ils cherchent un problème complexe, alors que cela pourrait être quelque chose de simple qu'ils ne connaissent pas. C'est alors qu'elle a pris une décision. Léa a respiré profondément, a rassemblé son courage et a commencé à marcher vers le groupe de mécaniciens. Elle est passée devant quelques camionneurs qui l'ont regardée avec surprise. Que faisait une si jeune femme, s'approchant de ce problème que les meilleurs spécialistes n'avaient pas résolu?
Léa s'est approchée d'un homme en costume, en sueur, visiblement stressé, parlant fort au téléphone. C'était Julien Leclerc, bien qu'elle ne le sût pas encore. Elle a attendu qu'il raccroche, et puis, avec cette éducation que Marc lui avait enseignée, elle a dit « Excusez-moi, monsieur, je suis mécanicienne de camion diesel. Si vous me le permettez, je peux jeter un œil au véhicule. » Mes amis, ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi est quelque chose que Léa n'oublierait jamais, jamais de sa vie. Julien s'est tourné vers elle, et elle a vu son visage changer complètement. D'abord, ce fut la surprise, puis l'incrédulité, puis ce mépris. Cette arrogance qu'elle connaissait si bien, qu'elle avait vue tant et musique tant de fois. Julien a regardé Léa de haut en bas. Il a vu une jeune femme de 24 ans vêtue d'un t-shirt usé avec le logo délavé, musique Transport Dubois. Un vieux jean avec des taches de graisse qui ne partait plus même au lavage, une paire de baskets usées qui avaient été blanches un jour, mais qui étaient maintenant grises de tant de saleté accumulée, des cheveux noirs, musique attachée en une simple queue de cheval, un visage sans maquillage, des mains sales de travail honnête, et puis Julien a explosé. Tout le stress des 3 dernières semaines, toute la frustration, toute l'humiliation qu'il ressentait, est sorti dans ces mots. Mécanicienne, vous, mademoiselle, écoutez ce que je vais vous dire. 30 professionnels, vous m'entendez? 30. Des gens avec des diplômes, avec des certifications Mercedes-Benz, avec des années et des années d'expérience, sont venus ici et n'ont pas réussi à résoudre le problème. Et vous, une jeune femme qui semble tout juste sortie d'un garage de quartier, vous pensez faire quoi? Vous allez faire un bisou au moteur. Vous allez faire une incantation? C'est un Actros 2651 avec un système électronique Bluetech de dernière génération. Ce n'est pas une vieille 2CV de marché dominical. Retournez à votre petit camion de livraison de supermarché et laissez les hommes, les vrais hommes, travailler. Le silence qui est tombé était lourd, gênant, et puis les rires ont commencé. Les 6 mécaniciens de l'équipe de Julien ont ri fort, avec ce rire moqueur. Des camionneurs qui regardaient ont commencé à faire des commentaires machistes. Une femme en mécanique, seulement pour nettoyer le sol. Elle doit être la petite amie d'un mécanicien, et elle pense qu'elle comprend. Va à la maison faire de bons petits plats. Les employés de la station-service regardèrent le sol, gênés par la situation, mais sans le courage de défendre Léa. Léa a senti le sang lui monter au visage. Elle a senti cette brûlure qui vient, musique, quand on est humilié injustement, quand on piétine notre dignité. Mais elle avait appris de son père, musique, à garder son sang-froid, à ne pas perdre le contrôle. Elle a respiré profondément et a essayé à nouveau, musique d'une voix ferme, mais polie. Monsieur, j'ai grandi en réparant des camions sur les routes les plus difficiles des Alpes. Je connais les systèmes diesel qui fonctionnent dans des conditions extrêmes d'humidité, de chaleur, de poussière. Je demande juste une chance de... Mais Julien ne l'a pas laissé finir. Il était dans un état de nerfs si ébranlé que la simple présence de cette jeune femme humble, offrant son aide, semblait une offense personnelle. Il l'a coupé avec un sarcasme cruel, venimeux. Conditions extrêmes. Conditions extrêmes. Ma chère, vous savez au moins la différence entre le diesel S10 et le S500? Vous savez ce qu'est un injecteur Common Rail haute pression? Vous avez déjà vu, déjà touché un système de refroidissement par intercouleur? Non, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors arrêtez de me faire perdre mon temps, arrêtez de me déranger et allez faire ce qu'une femme devrait faire. Allez faire la lessive, faire vos ongles, vous occuper de la maison, je ne sais pas, mais écartez-vous de ceux qui s'y connaissent vraiment. Les rires sont devenus plus forts, plus cruels. Léa a vu les téléphones portables être levés. Des gens commençaient à filmer cette humiliation publique. Quelqu'un a crié « Qu'elle aille faire des gâteaux !» Et Léa a senti, pour la première fois depuis longtemps, des larmes de rage brûler ses yeux. Ce n'était pas de la tristesse, musique, ce n'était pas de la rancœur.
C'était une rage profonde d'être jugé non pas sur sa compétence, non pas sur ses connaissances, mais simplement parce qu'elle était une femme. Elle était sur le point de partir, sur le point de tourner le dos à cette situation humiliante, quand elle a entendu une voix grave, rauque, de quelqu'un qui avait fumé toute sa vie, coupant musique le bruit. « Dis donc, Leclerc, tu ne sais pas qui est cette jeune femme ?» Tout le monde s'est retourné. C'était un vieux camionneur. Il devait avoir environ 65 ans, la peau brûlée par le soleil, un t-shirt d'équipe de football délavé, le ventre de celui qui aime la bière le week-end. Léa l'a reconnu. C'était Michel, un vieil ami de son père, un camionneur à la retraite qui avait roulé avec Marc pendant des années. Michel a continué, la voix pleine d'indignation. « Cette jeune femme ici est la fille de Marc Dubois. Marc Dubois, tu m'entends? Une légende vivante des routes du Sud. Un homme qui a sauvé plus de camionneurs en panne sur la route que tu n'as de camions dans ta flotte. Et cette jeune femme a appris avec lui. Elle s'y connaît en camion depuis toute petite. Si elle dit qu'elle peut t'aider, tu devrais l'écouter, au lieu de rester là à humilier la jeune femme. » Julien a entendu le nom de Marc Dubois, mais n'a pas enregistré, n'a fait aucune connexion. Il était trop aveuglé par la frustration, trop sourd par l'arrogance. Il a simplement haussé les épaules. « Je me fiche de qui est son père, elle ne touchera pas à mon camion. Point final. » Musique. Mais alors, et regardez ce qui s'est passé d'intéressant, mes amis. Quelque chose a changé dans le regard de Julien. Peut-être était-ce le désespoir absolu de la situation. 3 semaines perdues, 250 000 € d'amende, un contrat de plusieurs millions sur le point d'être perdu. Musique. Peut-être était-ce une impulsion sadique de transformer cette humiliation en divertissement. Quoi qu'il en soit, Julien a eu une idée. Il a levé les mains pour demander le silence et s'est adressé aux personnes présentes d'une voix forte, théâtrale, comme s'il annonçait un spectacle. « Écoutez, les amis, changement de programme. La mécanicienne ici, il a fait des guillemets avec ses doigts en prononçant le mot, pense qu'elle peut résoudre ce que 30 hommes qualifiés n'ont pas résolu. Alors, faisons ceci. Je vais donner une opportunité en or à la jeune femme ici. 2 500 € pour elle, 2 500 € sur le champ, argent liquide. » Certaines personnes ont sifflé, impressionnées par le montant. Julien a continué avec un sourire cruel. Mais il y a une condition. Elle a 1 heure, seulement 1 heure, 60 minutes. Et si elle échoue, et elle échouera, parce que c'est bien au-delà de ses capacités, elle admettra ici, devant tout le monde, qu'une femme n'a pas la compétence technique pour la mécanique diesel lourde, qu'elle faisait juste son numéro et qu'elle aurait dû rester à la maison. Acceptez-vous le défi, ma petite, ou allez-vous partir la queue entre les jambes? Léa est restée paralysée. 1 heure. 1 heure pour diagnostiquer un problème que 30 spécialistes n'avaient pas réussi à résoudre en 3 semaines. C'était impossible. C'était un piège, une humiliation planifiée. Tout le monde le savait. Michel, le vieux camionneur, s'est approché d'elle et a murmuré « N'accepte pas, ma petite, cet homme te tend un piège, pars d'ici. » Mais Léa réfléchissait. Elle avait entendu ce son du moteur essayant de démarrer. Elle avait vu le modèle du camion et elle avait un souvenir très spécifique, très clair, d'une conversation avec son père 2 ans auparavant, une histoire sur un Mercedes-Benz qui s'était mystérieusement arrêté sur la route départementale des Alpes, près de la frontière avec la Savoie. Une histoire sur un capteur caché que personne ne connaissait, qui n'était documenté que dans les manuels allemands originaux. Léa a fermé les yeux, a respiré profondément et s'est souvenue des mots que son père répétait toujours sur les routes quand quelqu'un doutait d'elle, quand quelqu'un la sous-estimait. « Léa, ma fille, quand on doutera de toi, quand on t'humiliera, ne discute pas, ne te bats pas, laisse le moteur dire la vérité, laisse ton travail, ta compétence parler pour toi. » Elle a ouvert les yeux, a regardé directement Julien et a répondu d'une voix ferme qui l'a surprise elle-même. « J'accepte le défi. Si je réussis, monsieur, vous ferez 2 choses. Vous me présenterez des excuses publiques ici, devant tout le monde.
et vous engagerez les services des transports du bois, l'entreprise de mon père, pour une année entière. D'accord ?» Julien a failli éclater de rire. L'idée que cette jeune femme puisse résoudre le problème était si absurde dans sa tête qu'il a trouvé la proposition hilarante. « Fait, c'est conclu. Vous pouvez préparer votre discours de défaite, ma petite. » Que quelqu'un lui apporte une Bible pour qu'elle jure de tenir sa promesse. Plus de rire, plus de moquerie. Léa est allée à son camion et est revenue en portant sa boîte à outils. Une vieille boîte en métal, lourde, pleine d'outils qui avaient appartenu à son grand-père, à son père, des outils qui racontaient 3 générations d'histoire. Julien a regardé l'horloge de son téléphone portable et a annoncé à voix haute « 1 heure, 60 minutes, ça commence maintenant ». Et là, dans cette station-service de la route départementale du Sud, entouré d'environ 40 personnes qui s'attendaient à la voir échouer, avec des téléphones portables filmant chacun de ses mouvements, Léa Dubois a commencé le défi le plus important de sa vie. Léa est montée dans la cabine du Mercedes-Benz Actros, mes chers amis, et la première chose qu'elle a faite a été de s'asseoir sur le siège du conducteur et de simplement respirer. Fermer les yeux pendant 5 secondes et bloquer tout ce bruit, toute cette pression, tous ces rires moqueurs. Elle devait se concentrer, elle devait laisser son cerveau travailler comme son père lui avait appris, avec calme, avec logique, avec attention aux détails que les autres ne voient pas. Elle a ouvert son vieux sac à dos et en a sorti une tablette. Ce n'était pas une de ces tablettes chères et modernes, non. C'était un vieux modèle, l'écran fissuré, mais qui faisait tourner un logiciel de diagnostic automobile qu'elle avait acheté sur un site de téléchargement illégal. Elle avait payé 50 € qui lui avaient fait mal au portefeuille, mais qui valaient chaque centime. Elle a connecté la tablette à l'entrée de diagnostic du camion sous le tableau de bord et a commencé l'analyse. Julien, en bas, n'a pas manqué l'occasion de faire une blague. « Regardez, elle a même une petite tablette. Elle a dû chercher sur Google comment réparer un camion en 5 minutes, n'est-ce pas ?» Les rires ont éclaté. Musique. Quelqu'un a crié « Je parie qu'elle regarde une vidéo sur YouTube. » Plus de rire. Mais Léa n'a rien répondu, n'a pas regardé en bas, n'a pas prêté attention. Elle était concentrée. Les 20 premières minutes se sont écoulées avec Léa, vérifiant un par un tous les systèmes que ses 30 mécaniciens avaient déjà vérifiés avant elle. Système d'injection électronique, parfait. Aucune erreur. Capteur de pression de carburant, tous fonctionnant parfaitement. Module de commande du moteur, aucune défaillance enregistrée. Pompe haute pression, neuve. Elle avait été changée il y a 1 semaine. Elle était impeccable. Musique, système de refroidissement, intercouleur, soupape, tout, absolument tout, fonctionnait comme il se devait. Et cela, mes amis, était exactement ce qui intriguait Léa. Car quand tout fonctionne, mais que le moteur ne démarre pas, cela signifie que le problème n'est pas mécanique, n'est pas électronique au sens traditionnel, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui envoie un ordre de protection, bloquant tout le système. Julien a regardé l'horloge et a annoncé à voix haute avec ce ton moqueur « 20 minutes se sont déjà écoulées, 40 minutes restantes. Alors, mécanicienne, vous avez déjà découvert que vous ne savez pas quoi faire ?» Les gens ont ri. Certains camionneurs ont commencé à parier sur combien de temps elle allait encore faire semblant de savoir ce qu'elle faisait avant d'abandonner. Mais Léa ne faisait semblant de rien. Elle réfléchissait profondément. Elle a éteint la tablette, a appuyé sa tête contre le siège, a fermé les yeux et a commencé à voyager à travers ses souvenirs. Elle est revenue 2 ans en arrière, à une nuit spécifique où elle était avec son père dans le hangar des transports du bois, tous deux dînant une gamelle sur un établi, comme ils le faisaient si souvent. Cette nuit-là, Marc lui avait raconté une affaire très étrange qui était arrivée à un collègue camionneur sur la route départementale des Alpes, près de la frontière avec la Savoie. Un Mercedes-Benz identique à celui-ci, flambant neuf, avait simplement cessé de fonctionner au milieu de la route, sans avertissement, sans raison apparente. Le propriétaire du camion avait appelé mécanicien après mécanicien. Il avait attendu des jours et des jours. Personne ne découvrait le problème.
jusqu'à ce que Marc, qui était allé aider son collègue, observe, analyse, réfléchisse. Et Marc s'est souvenu d'une histoire qu'un mécanicien allemand qui avait travaillé directement à l'usine Mercedes en Allemagne lui avait raconté des années auparavant lors d'une rencontre de camionneurs. Les Mercedes, les plus modernes, surtout celles équipées du système Bluetech pour réduire les émissions, venaient avec un capteur de protection contre l'humidité extrême. Ce capteur était installé spécifiquement pour les camions qui allaient rouler dans des pays tropicaux. Car Mercedes savait qu'une humidité supérieure à 95% pouvait causer de graves problèmes de combustion. Le capteur était caché dans un endroit qui ne figurait pas dans les manuels français. Il n'était documenté que dans les manuels techniques allemands originaux. Et sa fonction était de surveiller constamment l'humidité de l'air qui entrait dans le système d'admission du moteur. Si l'humidité dépassait 95% et restait à ce niveau pendant une période prolongée, le capteur envoyait un musique ordre automatique au module central pour bloquer tout le système électronique comme mesure de protection, afin d'éviter que le moteur ne soit endommagé en essayant de fonctionner avec une combustion compromise par l'humidité. Musique. Le problème que personne n'attendait, était que ce capteur, fabriqué avec un alliage métallique allemand développé pour le climat européen, rouillait avec une facilité absurde dans le climat du sud de la France. L'humidité constante, la chaleur extrême, les pluies torrentielles, tout cela attaquait le métal du capteur, et quand le capteur rouillait, il se bloquait en position d'humidité critique, musique même après que l'humidité de l'air soit revenue à la normale. Et là, le camion restait bloqué, protégé contre un danger qui n'existait plus. Léa a ouvert les yeux soudainement. C'était ça. Ça devait être ça. Le schéma était identique. Camion flambant neuf, région du Sud, toutes les pièces fonctionnant parfaitement, mais le moteur ne démarrait pas. Aucune erreur spécifique sur l'ordinateur, juste une défaillance du système de protection. Elle savait où chercher, elle savait exactement quoi faire. Léa est descendue de la cabine, est allée directement sur le côté du moteur et a commencé à retirer la grande protection en plastique du système d'admission d'air. Julien, voyant cela, n'a pas pu se retenir. Maintenant, elle touche au filtre à air. Vous y croyez? Elle pense que le problème est l'air sale. Mon Dieu, quelle blague ambulante! La foule a tellement ri que certains se tenaient le ventre. Mais Michel, le vieux camionneur, ne riait pas. Il connaissait ce regard de concentration. C'était le même regard que Marc avait quand il résolvait un problème difficile. 35 minutes s'étaient déjà écoulées. Léa a complètement retiré la protection en plastique et a commencé à chercher derrière le filtre à air principal, dans un compartiment secondaire que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. C'était un espace étroit, sombre, plein de fils et de petits capteurs. Elle a pris une petite lampe de poche qu'elle portait toujours, l'a pointée à l'intérieur et a commencé à examiner chaque centimètre. Et puis elle a vu un petit capteur de la taille d'un briquet, en métal argenté, connecté au module central par 2 fils fins. Léa a senti son cœur s'accélérer. C'était lui. Elle a glissé sa main dans cet espace étroit, s'est coupé le doigt sur un coin métallique, musique, mais n'a même pas fait attention à la douleur et a réussi à déconnecter les 2 fils du capteur. Elle a tiré le capteur, l'a mis à la lumière et a confirmé. Il était complètement recouvert de rouille brun rougeâtre, la surface métallique corrodée et le mécanisme interne visiblement bloqué. Julien et toutes les personnes présentes se sont approchés. Elle a expliqué avec le calme de quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Ceci est un capteur de protection contre l'humidité extrême. Il est spécifique aux camions Mercedes qui roulent dans les régions tropicales. Sa fonction est de surveiller l'humidité de l'air et, lorsqu'il détecte des niveaux critiques, il envoie un ordre au module central pour bloquer tout le système d'injection électronique afin de protéger le moteur. Le problème est que ce capteur a rouillé et s'est bloqué en position d'humidité critique 98%.
C'est pourquoi aucun scanner ne pouvait détecter de défaillance. Techniquement, le capteur faisait son travail, protégeant le moteur, sauf qu'il protégeait contre un danger qui n'existe plus. Julien a essayé d'argumenter, a essayé désespérément de ne pas y croire. C'est impossible. Si c'était un problème si simple, les ingénieurs du concessionnaire Mercedes l'auraient trouvé. Ils ont vérifié chaque composant. Léa l'a regardé droit dans les yeux et a répondu avec une vérité douloureuse. Les ingénieurs de Mercedes de Paris, de Lyon, d'Allemagne n'ont jamais roulé sur les routes de montagne, monsieur. Ils n'ont jamais dormi dans la cabine d'un camion traversant la région la plus humide du pays. Moi, oui, ce problème est spécifique à notre région. C'est une connaissance de ceux qui vivent sur la route, pas de ceux qui lisent des manuels dans un bureau. 48. Musique minute. Léa a pris un spray dégrippant dans sa boîte à outils, l'a appliqué généreusement sur le capteur rouillé, a attendu 3 musiques minutes pour que le produit pénètre et puis, avec une minuscule clé Allen, a commencé à travailler sur le mécanisme interne du capteur, débloquant manuellement la pièce qui était coincée. C'était un travail délicat, de précision, un mouvement erroné, et elle aurait pu casser complètement le capteur. La foule était dans un silence absolu maintenant. Même Julien avait cessé de faire des blagues. Tous regardaient cette jeune femme de 24 ans, les mains sales de graisse et de rouille, travaillant sur cette minuscule pièce, avec la concentration d'un chirurgien, effectuant une opération délicate. D'un léger clic, le mécanisme s'est débloqué. Léa a nettoyé le capteur avec un chiffon, Musique a retiré toute la rouille qu'elle a pu, a reconnecté les 2 fils, a remonté la protection en plastique et est remontée dans la cabine. Elle, Musique, a connecté la tablette, a accédé au système de diagnostic et a envoyé une commande de réinitialisation effaçant la mémoire de protection. L'ordinateur de bord a effectué une vérification Musique complète de tous les systèmes. Cela a pris 2 minutes qui ont semblé 2 heures, et puis toutes les lumières du tableau de bord se sont allumées en vert. Système d'injection, OK. Capteur, OK. Musique. Protection environnementale, OK. Tout est libéré. Léa a posé sa main sur la clé de contact. Elle a respiré profondément, a dit une prière silencieuse et a tourné. Le moteur du Mercedes-Benz Actros 2X151 a explosé de vie. Le ronronnement grave, puissant, parfait des 6 cylindres en ligne a rempli l'air. Le tableau de bord s'est complètement illuminé, tous les indicateurs montrant un fonctionnement parfait. Léa a accéléré 2 fois. Le moteur a répondu comme une machine neuve, parce que c'était une machine neuve. Juste bloqué 53 minutes. Ce qui s'est passé dans les secondes suivantes, mes amis, était quelque chose de cinématographique. D'abord, il y a eu le silence, un silence de choc, d'incrédulité, et puis l'explosion. Des camionneurs ont crié, sauté, se sont embrassés, des employés de la station-service ont applaudi et sifflé. Michel, le vieil ami de son père, pleurait, essuyant ses larmes avec sa chemise sale. Et les téléphones portables, des dizaines de téléphones portables ont tout filmé. Le moment exact où Léa Dubois a prouvé que la compétence n'a pas de genre, que la vraie connaissance vient de l'expérience, pas de l'arrogance. Nathalie Lefebvre descendit de la cabine, essuya calmement ses mains sur un chiffon, s'approcha de Philippe Dubois, qui était pâle, suant à grosses gouttes, immobile comme une statue, et lui tendit le capteur rouillé. Le problème, monsieur, une pièce de 50 € que 30 mécaniciens n'ont pas cherché parce qu'ils ne connaissent pas les particularités de rouler dans les routes de montagne des Alpes. 100 000 €, une solution de fond, des excuses publiques ici devant tout le monde et un contrat de prestation de service des transports Lefebvre pour 1 an. Promis, c'est promis. Philippe Dubois était anéanti, mes chers amis, complètement anéanti. Il tenta d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, pour argumenter, pour dire que c'était de la chance, mais les mots ne sortaient tout simplement pas. Il regardait ce capteur rouillé dans sa main comme si c'était la preuve physique de sa propre ignorance, de sa propre arrogance. C'est alors que Michel, le vieux routier, fit un pas en avant et dit à voix haute pour que tous entendent « La chance, Dubois,
Cette jeune femme a diagnostiqué en 53 minutes ce que tes spécialistes hors de prix n'ont pas trouvé en 3 semaines. Musique. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle connaît la route, la vraie. Parce qu'elle a appris avec Alain Lefebvre, un homme qui vaut plus que toute ta flotte réunie. D'autres routiers commencèrent à approuver en criant. « Fille de routier pure souche !» cria l'un. « Alain Lefebvre a créé une légende !» cria un autre. Et c'est là, en entendant ce nom répété, que quelque chose fit enfin tilt dans le cerveau de Philippe. Il devint encore plus pâle, si tenté que cela fût possible. « Alain Lefebvre !» répéta-t-il, la voix tremblante. « Son père est Alain Lefebvre ?» Nathalie confirma, sans comprendre pourquoi cela importait tant. Et alors, Philippe chancela, dut s'appuyer sur le pare-choc du camion, mit ses mains sur sa tête et commença à pleurer. Là, devant 40 personnes, devant tous ses employés, devant tous ses inconnus, Philippe Dubois s'effondra. Entre des sanglots qui venaient du fond de l'âme. Il raconta toute l'histoire. Comment Alain avait sauvé la vie de son père il y a 25 ans sur la N7, avait tiré Jean d'un camion en flammes, avait risqué Musique sa propre vie. Comment son père l'avait cherché pendant des années pour le remercier, avait découvert son nom, avait imploré 1000 fois Philippe d'aller lui rendre visite, de lui apporter un cadeau, de faire n'importe quel geste de gratitude. Musique. Et comment Philippe n'y était jamais allé, n'avait jamais voulu y aller parce qu'il avait honte. Une honte terrible de ses origines modestes. Honte que quelqu'un découvre qu'il venait d'une famille pauvre de routiers. Et maintenant, qu'ai-je fait? Philippe pleurait. J'ai humilié la fille de l'homme qui a sauvé Musique, tout ce que je possède. Je suis un monstre ingrat et arrogant. La révélation changea tout. Ceux qui étaient partis quelques minutes auparavant étaient maintenant graves, émus. Nathalie était sous le choc. Elle connaissait cette histoire. Son père avait raconté tant de fois le jour où il avait sauvé un chauffeur, mais n'avait jamais su son nom. Philippe se leva, marcha vers Nathalie, les jambes tremblantes, et fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla sur l'asphalte chaud, là, devant tout le monde. « Pardonne-moi » implora-t-il. « Pardonne-moi pour l'humiliation. Pardonne-moi de n'avoir jamais remercié ton père. Pardonne-moi d'être si petit, malgré tout ce que je possède. 50 000 €, qu'il appela un paiement de gratitude en retard pour la vie de mon père. » Nathalie aida Philippe à se relever. Elle ne montra ni colère ni vengeance, dit simplement avec cette sagesse qu'elle avait apprise de son père. « Mon père dit toujours qu'un routier aide un autre routier. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de fraternité, de se souvenir d'où l'on vient. Vous avez oublié vos origines, mais il n'est jamais trop tard pour s'en souvenir. » Les vidéos de l'épisode devinrent virales sur les réseaux sociaux. 1 million d'abonnés. Des propositions d'emploi affluaient de transporteurs de toute la France, mais la transformation la plus belle, la plus vraie, eut lieu avec Philippe Dubois. 100 000 €, mais surtout en apportant une demande de pardon en retard. Musique de 25 ans. Alain, déjà âgé de 68 ans, affaibli par des problèmes cardiaques, reçut, Musique, Philippe. Et quand Philippe expliqua tout, quand il pleura de nouveau et demanda pardon pour le retard, pour la honte injuste, Alain fit ce que les hommes bons font. Il serra Philippe dans ses bras et dit qu'un routier ne sauve pas une vie en attendant une récompense, mais qu'il était heureux de voir que Philippe avait retrouvé le chemin de ses racines. 10 mois après ce jour, à la station-service, naquit Transport Lefebvre Dubois. Philippe offrit à Nathalie une participation de 30% dans la nouvelle entreprise et le poste de directrice technique, dirigeant la maintenance de toute la flotte de 84 Musique camions. Alain devint consultant, partageant des décennies de connaissances. Le siège de la nouvelle entreprise avait 5000 m², un atelier moderne, mais conservant des valeurs de respect et de fraternité. Nathalie révolutionna tout. Musique mit en place une formation spécifique sur les particularités des routes de montagne des Alpes, réduisit de 60% les pannes de la flotte et surtout, Musique embaucha et forma 8 femmes comme mécaniciennes de poids lourds, brisant les préjugés.
L'entreprise devint une référence nationale. Philippe se transforma musique complètement. Vendit son Penthouse de luxe, acheta une maison simple, commença à rendre visite à Alain toutes les semaines, créa le projet Jean Dubois, offrant des bourses d'études en mécanique pour les jeunes à faible revenu, en priorisant les enfants de routiers. Le capteur rouillé que Nathalie avait retiré de l'Actros fut encadré et placé à la réception de l'entreprise avec une plaque. Le détail que 30 mécaniciens n'ont pas vu, mais qu'une fille de la route a trouvé. La vraie connaissance naît de l'expérience, pas de l'arrogance. L'histoire devint une légende parmi les routiers de la région Nord, racontée dans les musiques stations-service, dans les bistrots, dans les flottes, et Nathalie, même avec tout ce succès, continua d'être la première à arriver et la dernière à quitter l'atelier, portant la même combinaison, étudiant la nuit, gardant les pieds sur terre. L'Actros n'avait pas besoin de technologie coûteuse. Il avait besoin de quelqu'un qui connaissait vraiment les routes de montagne des Alpes. Et je les connais parce que je suis la fille de cette terre, de ces routes, de ce peuple qui n'abandonne jamais.